décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Le malaise social continue de s'intensifier en Algérie dans le même temps qu'il continue aussi de subir toutes les pressions imaginables d'un régime particulièrement ombrageux pour le disperser. Les médias ont bien sûr été de la partie, comme d'habitude. Plutôt que de couvrir cet événement majeur, cette grève des transports qui a touché tout le territoire algérien, ces journaux, ces chaînes de télévision, ces radios nationales et locales se sont acharnés sur les grévistes, les présentant comme des agents de force au pluriel qui cherchent à semer le trouble en Algérie. Au mieux, comme des inconscients, des analphabètes politiques qui ne savent pas qu'ils font le jeu des ennemis du pays. Les autres alliés naturels du système, dans toutes leurs déclinaisons, depuis les représentants d'institutions de façade jusqu'aux potentats locaux, n'ont pas manqué à l'appel et se sont allègrement prêtés à l'opération de dissuasion, ou pire encore, de menaces et de calomnies. La boucle a été ainsi bouclée, en plus de la chape de plomb qui ne permet aucune expression politique, aucune contestation d'abus de toutes sortes. Voici que même le droit à la grève est désormais proscrit, susceptible de poursuites pénales et même de prison. Les Algériens n'ont plus le choix. Ils doivent se débrouiller comme ils peuvent dans une situation où de plus en plus de familles sombrent dans le besoin, voire dans la misère. Ils doivent entrer dans le système D comme débrouillardise, où seuls les plus audacieux, les plus kafzines parviennent à arracher leur part de la bête, leur part sur la bête, dans une atmosphère délétère, toxique, où règne désormais le chacun pour soi, dabbar rask. Ils n'ont pas d'autre choix, les Algériens, ou du moins l'immense majorité de la population, pour arrondir leurs fins de mois, faire face aux besoins les plus élémentaires de leurs familles respectives. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils peuvent. Et c'est un peu comme si le régime leur disait « tu peux voler, trafiquer, faire du commerce au noir, vendre de la drogue, t'adonner à la corruption, escroquer les gens, mais ne jamais dénoncer le pouvoir. Serait-ce sur le Facebook, motus et bouche cousue. Mais tu dois te taire, laisser le pouvoir se gargariser de ses supposées réalisations, des prodiges qu'il affirme avoir réalisés et que le monde entier nous envie, nous martèle-t-il toute honte bue. Oui, pas un mot contre le régime. Tu rejoins les troupes des alliés naturels du système et tu fliques tes propres compatriotes, ou sinon, tu te tais et c'est la moindre des choses que tu puisses faire. Personne n'a le droit de transgresser l'omerta systémique. Ni la presse, ni les syndicats, ni les partis politiques, ni l'imam du coin, ni même la Ligue des droits de l'homme, ni même les associations en tout genre dont ils ont dissous toutes celles qui ont osé passer outre la sommation de se taire. Au point où même les grévistes
ne diffusent plus les vidéos de leur mouvement que nous regardions sur le Facebook ou sur le YouTube il y a quelques jours seulement. Ils ont été directement menacés de prison. Et ils savent que ce régime tient toujours ses promesses lorsqu'il menace, et seulement lorsqu'il menace. Mais tant va la cruche à l'eau. Aujourd'hui, les promesses sans lendemain et le triomphalisme stérile ne parviennent plus à combler les abyssales carences d'un système prédateur, médiocrate par essence, et qui n'a plus les moyens de ses délires. Ce mouvement social n'est encore qu'un avertissement. Il est encore temps pour le pouvoir, y compris pour les plus intègres de ceux qui le composent, d'aller vers une vraie dynamique de transition, pour donner le pouvoir, plutôt pour redonner le pouvoir, restituer le pouvoir au peuple et lui permettre de désigner les plus compétents en son sein pour conduire les affaires de l'État, d'un État honorable, et sortir le pays de l'impasse sociale, économique et politique qui risque de très gravement se dégrader, à Dieu ne plaise. Il est encore temps avant que la situation ne devienne incontrôlable. Algérie, il est encore temps de sauver le pays. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir depuis Londres Adel Khalef, financier et économiste en Grande-Bretagne, et depuis le pays, le militant politique très connu, très dynamique et qui a subi une répression particulièrement féroce de la part de ce système, Abdelkarim Zghilch. Adel Khalef, merci d'être des nôtres. Merci beaucoup pour votre invitation. Je me réjouis d'être parmi vous. Merci. Abdelkarim Zghilch, merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à vous, à vous inviter, à M. Khalef également. Alors, nous allons commencer par vous, Abdelkarim Zghilch, puisque vous êtes au pays, vous êtes dans le chaudron, comme on dit. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur ce mouvement social, sur cette contestation dans les milieux des transports publics et des transports des voyageurs? Est-ce que le mouvement persiste? Est-ce qu'il s'intensifie? Est-ce que, comme l'annonce le régime à travers ses médias, qu'il est en train de se dégonfler, hein, si on peut dire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Abdelkarim Zghilch? Ce mouvement de grève, il est là. C'est-à-dire le citoyen le vit quotidiennement. La preuve, mon fils, ce soir, passe la nuit chez son grand-père parce que je n'ai pas trouvé le moyen, je ne suis pas véhiculé, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire venir de l'école. Donc, mon fils, à cause de cette grève-là, passe aujourd'hui la nuit chez son grand-père parce que l'école, elle est juste à côté de la maison de ses grands-parents. Malgré que on est en train de remarquer malheureusement le déni des médias algériens qui n'exposent pas cette réalité vécue par les Algériens, qui font semblant de dénigrer une réalité. Ce mouvement de grève-là, il est là, et les Algériens le vivent et n'ont pas besoin de le voir sur la télévision pour le remarquer. Franchement, on est arrivé à un point où
la vérité elle-même est occultée aux Algériens. Leur vécu quotidien, ce que l'Algérien vit quotidiennement et le vit dans son travail, dans ses achats, dans ses courses journalières, les médias algériens dénigrent totalement de diffuser cette information-là. Mais le mouvement, elle est là, c'est-à-dire la grève, elle est là, la grève des transports, elle est là, hein. Les Algériens le savent, hein. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilish. Adel Khalef, vous êtes à Londres, mais comme tous les Algériens de la diaspora, vous savez donc qu'il y a un mouvement social très important en Algérie à la suite de décisions hâtives, incompréhensibles. Du jour au lendemain, les gens sont allés à la pompe pour faire le plein de carburant. On leur a dit que les prix ont augmenté. Du jour au lendemain. On dirait que c'est arrivé en pleine nuit, puisque le soir, les gens ont fait le plein à un prix. Le matin, quand ils sont présentés, c'était une augmentation, d'une part. Et de l'autre part, le fameux arsenal législatif qui a été adopté par l'Assemblée nationale au sujet des infractions routières. Ils ont laissé faire pendant des années au point où la circulation routière en Algérie est devenue la blague du siècle. Le monde entier parle de la façon dont conduisent les Algériens, où il n'y a ni feu rouge, ni sens interdit, des gens qui se garent sur les trottoirs, des gens qui font du 140 à contresens dans l'autoroute. Et là, ils décident de sévir d'un seul coup, comme ça, sans prévenir. Et ils y vont de façon très forte, puisqu'il y a des peines de prison qui vont jusqu'à 7 années de prison. Adel Khalef, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quelle est votre analyse de cette situation? Écoutez, on va commencer par faire un petit calembour, c'est-à-dire pour le jeu de mots, on peut dire que dans leur connerie, ils carburent, ces gens-là. Ce que je peux dire, c'est que simplement, ceci a l'air d'être une décision hasardeuse qui est venue comme ça du jour au lendemain, parce que, à mon avis, c'est le symptôme éventuel, mais il faudrait faire peut-être attention, c'est un symptôme éventuel qu'il y aurait peut-être éventuellement quelques soucis de problèmes financiers dans la tirelire de l'État. Je ne pense pas que le problème financier soit aussi grave, mais je pense que les indicateurs commencent à se rapprocher un peu du jaune avant d'arriver au rouge. Donc, il faut essayer de trouver des moyens, comment générer de la trésorerie. Je crois que ceci démontre aussi, d'un autre côté, que on voit clairement, mais franchement, ça se voit comme une vache dans un couloir, que ces gens-là n'ont pas de vision, n'anticipent pas les conséquences et ce qu'on appelle le retour de manivelle. Pourquoi? Parce que quand vous augmentez le prix du fuel, que ce soit l'essence ou le mazout, le diesel, qui je pense reste le carburant le plus vendu en Algérie, et le GPL. Je ne suis pas sûr si c'est le GPL ou le diesel. Moi, je pencherais un peu plus vers le diesel, mais bon, ce n'est pas important, c'est un autre débat. Vous savez, aujourd'hui, quand je l'ai déjà dit dans les ondes d'une autre chaîne, quand on fait des études d'économie, on apprend que la base et la colonne vertébrale de l'économie, c'est le système bancaire, et la base des opérations de l'économie, c'est le transport. Alors, le transport se veut bien sûr large. Il peut être de voie terrestre, comme il peut être maritime, comme il peut être sur voie ferrée ou aérien. En Algérie, le transport est majoritairement par la route. Parce que si on doit parler du transport de marchandises, bon, c'est pas des masses par rapport aux voies ferrées. Maritime, c'est encore moins. Et puis, le cargo aérien est insignifiant en Algérie. Donc, la route signifie pratiquement 90% du transport. Or, quand vous touchez au transport, vous touchez à tout. Donc, la répercussion est directe sur les produits qui font l'objet de transport. Donc, les produits qui sont transportés, qui peuvent être pharmaceutiques, alimentaires, médical, enfin, tout type de produits qui sont nécessaires dans la vie de tout le monde, tous les jours, à travers le territoire national. Donc, on voit que les gens qui ont
fait ça en se sent précipité dans le souhait de vouloir essayer de gagner un peu plus d'argent, de créer de la trésorerie ou du trésor, du gain pour le trésor public, ils n'ont juste pas calculé les conséquences. Alors, s'ils faisaient des études, ça nous démontre qu'ils ne font pas d'études, ils n'ont pas de veille économique, ils ne font pas d'études de la société, comment les gens peuvent... Vous savez, quand on est un gouvernement aussi fragile, un État aussi fragile, quand je dis l'État, ce n'est pas dans sa structure. Hein, l'État, c'est-à-dire par rapport aux hommes qui sont derrière. Moi, je n'attaque pas l'État, j'attaque les hommes qui sont en train d'essayer de représenter l'État. En l'occurrence, ce contingent d'hurluberlus qui ont pris ces décisions aussi ridiculissimes que celle-ci. Donc, je pense que on voit qu'ils n'ont pas le sens de la responsabilité, on voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'économie, encore moins l'économie algérienne, ils ne comprennent pas c'est quoi le marché algérien, ils ne comprennent pas c'est quoi la substance mentale de l'Algérien, parce que s'il y avait des gens consciencieux et des gens qui calculaient et qui savent comment faire pour éviter un retour de manivelle, de surcroît étant médiocrissimes comme eux et qui ne veulent rien, pour rien au monde, ils ne veulent un soulèvement populaire ou des grèves ou que sais-je, des événements pareils, ils auraient pris le soin d'essayer de voir donc ce qui pourrait se passer. Donc, on voit ici qu'on a affaire à des gens qui ne comprennent rien à l'économie, qui ne comprennent rien au pays, qui ne comprennent rien à la société, qui ne voient pas les choses venir. C'est des amateurs. Très bien. Alors, Abdelkarim Zghilch, Adel Khalf nous dit que une grève dans les transports, surtout qu'en Algérie, les transports routiers, ont la part du lion. Hein, ils ont peut-être 80% les transports routiers pour l'acheminement des marchandises notamment et tous les produits de consommation courante. Et donc, Adel Khalf nous dit qu'il y aura des répercussions notables qui pourraient provoquer des pénuries d'abord, et ensuite une inflation majeure si les pénuries persistent, donc flamber des prix. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas encore? Bon, il faut se méfier des lectures simplistes et il ne faut pas se mettre non plus il faut pas rentrer dans la parano non plus. Certes, le transport routier en Algérie, vu que la majorité des produits sont transportés à travers des camions, surtout les 20 tonnes, il faut connaître la structure, il faut vraiment connaître la structure du marché en Algérie. On peut prendre l'exemple de l'agroalimentaire, qui reste quand même le secteur le plus proche du citoyen. Le médical ou bien l'industrie, c'est d'autres secteurs, mais la première impact sur le citoyen, c'est bien le secteur agroalimentaire. Pratiquement la totalité du transport du secteur alimentaire en Algérie se fait par route. Et les deux plateformes en Algérie, qui est Sétif et Alger, sont les deux plus grandes plateformes de transition de pratiquement toute la consommation nationale en produits agroalimentaires. Tout ce qui est diffusé, tout ce qui va vers Sétif et vers Alger, et on sort se fait par camion. Donc, certainement que toute perturbation sur le transport routier va perturber le marché agroalimentaire en Algérie. Ça, c'est certain. Et je peux même dire qu'on commence actuellement à ressentir l'impact. Dans mon quartier là, je vous parle là du quartier Sissaoui, Constantine, le magasin à côté, ça fait pratiquement 2 jours et moi, je fais l'effort de poser la question aux vendeurs, aux propriétaires du magasin pour connaître à peu près quel produit, quand je remarque qu'il n'y a pas un produit, déjà il y a par exemple l'huile, il n'y a pas d'huile dans le magasin. Et ça, la raison c'est quoi? C'est que son fournisseur n'est pas fourni. Et pourquoi le fournisseur n'est pas fourni? Eh bien, exactement par rapport au problème sur le transport routier. Ce que disait M. Khalaf tout à l'heure par rapport à la vision globale des gens qui dirigent l'Algérie sur je dirais un point de vue macroéconomique. M. Khalaf parle d'un état d'esprit, d'une réflexion d'un pays qui fonctionne normalement en disant c'est-à-dire ils augmentent les prix des hydrocarbures dans une réflexion d'augmentation de la trésorerie. On vient de sortir d'une bon, heureusement que ça a été absorbé
résorbé rapidement. On vient de sortir d'une mini-crise bancaire où l'État algérien, plutôt la Banque d'Algérie, avait interdit aux commerçants de pouvoir injecter leur liquidité dans le secteur bancaire. Est-ce que ça, c'est une réflexion dans un pays où on est en train de dire que pratiquement, grosso modo, 80 milliards de dollars se trouvent dans le marché parallèle, 80 milliards de dollars d'argent, de masse fiduciaire, et en dehors du secteur banquier. Et on s'arrange pour dire aux commerçants, et en même temps, depuis maintenant des décennies, on nous parle de bancariser cette masse fiduciaire qui est en dehors du secteur bancaire et en dehors de ce qui est imposable. Et en même temps, la Banque d'Algérie sort un document qui interdit aux commerçants de mettre leur argent dans les banques. Bon, ça, la décision a été annulée. J'étais parmi les premiers à dire que ça va être annulé. C'est insoutenable. Ils ne pourront jamais soutenir une décision pareille. Mais le fait d'avoir eu cette réflexion, d'avoir eu cette idée et d'avoir essayé de l'imposer sur le marché algérien, en connaissant les réalités du marché algérien, les réalités de l'économie algérienne, est-ce que réellement il y a une réflexion derrière? Est-ce qu'on peut dire que derrière, il y a des gens qui réfléchissent à ce qui se passe et aux retombées de leurs décisions? Personnellement, sans dénigrer personne, réellement, sans dénigrer personne, je ne pense pas. Abdelkarim Zreich, à propos de bancariser la masse monétaire immense qui représenterait informel qui est dans le marché noir, qui ne passe ni par les impôts, ni par la facturation, ni par la banque, qui est thésaurisée dans les caves et dans les sacs. Comment peut-on bancariser une masse aussi importante qui est vraiment en parallèle de l'économie nationale, alors qu'elle en prend la part du lion? Comment la bancariser sans changer la monnaie? Et pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ne changent-ils pas la monnaie? Tout le monde se pose cette question. Pour que tout l'argent rentre, pour que les détenteurs de ces capitaux soient identifiés et qu'il n'ait plus d'autre choix que de payer l'impôt, que de facturer leurs produits, que d'acheter de façon transparente. Pourquoi ne le font-ils pas? Vous savez, Monsieur Chinouf, là, moi, je suis dans un pays où je subis la phrase « tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal ». Donc, j'espère que vous allez comprendre que je vais très attention à ce que je peux dire et ne pas dire. Cette solution-là a été déjà, si je me rappelle bien, il y avait M. Benouari à l'époque. Vous voulez dire que vous êtes menacé, qu'en fonction de ce que vous dites, vous pourriez avoir de graves ennuis? Bien sûr, c'est évident ça. C'est évident. C'est même plus qu'évident. Bon, vu que ce n'est pas le sujet d'émission, mais entre parenthèses, nous sommes dans une position où notre liberté de parole et notre liberté d'action est vraiment limitée. Nous faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous écrivons, à ce que nous... tout peut être retenu contre nous. Absolument tout. Je vous laisse poursuivre. Vous en étiez à Ali Benouari qui avait déclaré. Pardon? Je vous laisse poursuivre. Vous parliez de Ali Benouari. Oui, en 2014, si je me trompe pas, avec M. Benouari, il y avait également M. Benbitour, on avait dans une certaine organisation, nous avions à l'époque parlé, soulevé ce sujet et proposé carrément, nous avons carrément proposé cette solution-là de changer la monnaie, c'est-à-dire d'offrir à la sphère économique algérienne un axe de temps qui pouvait aller jusqu'à une année, en disant que vous avez une année pour bancariser votre argent. Il va y avoir une amnistie, avec en parallèle une amnistie fiscale dans les règles de l'art, dans ce qui est possible, dans ce qui est supportable par l'économie nationale. Nous avions à l'époque réellement émis toute une analyse, tout un projet qui allait dans ce sens-là. Eh bien, c'est resté lettre morte et jusqu'à maintenant. Pour répondre à la question pourquoi cela ne se fait pas, réellement, la réponse la plus simple, je dirais que peut-être les personnes qui détiennent ces masses financières-là
font partie des personnes qui décident. Peut-être, moi je dis peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de preuves pour ça. Peut-être les gens qui détiennent les masses financières en Algérie font partie des gens qui décident en Algérie et c'est eux-mêmes, pardon, qui bloquent ce genre d'idée. Parce que l'idée, elle est concrète, l'idée, elle existe depuis maintenant 2014. L'idée, elle a été étudiée, elle a été proposée, elle est faisable et surtout à travers un système de numérisation qui commence à s'appliquer d'une certaine manière, difficilement, mais commence à s'appliquer en Algérie, parce que la seule et unique question, M. Benchenouf, dans ce projet-là, c'est comment faire pour que cet argent-là ne ressorte pas après une fois bancarisé. Le problème, ce n'est pas bancariser cet argent en réalité. C'est très simple de le bancariser. C'est incroyablement simple de le bancariser, avec la solution du changement de monnaie. La question, le véritable travail, la véritable question, c'est comment faire pour que cet argent-là ne ressorte pas de la même manière une fois bancarisé. Le travail, il est là. Et j'ai personnellement proposé tout un projet dans ce sens-là pour comment faire pour que cet argent ne ressorte pas une fois qu'il est bancarisé. Très bien. Mais ça ne s'est pas fait pour des raisons Adel Khalf, nous allons regarder une vidéo. Nous allons voir un gréviste nous expliquer un peu son mouvement. Et après, je reviendrai vers vous pour une question très relative à ce que vient de nous dire Abdelkarim Zreilch. Écoutons le gréviste du transport public. احنا رانا درنا لا كريف هذا على جال القانون هذا الجديد اللي داروه راه ما ساعدناش اصحاب الترانسبور ما ساعد اصحاب الكلاين سمعت القانون هذا انا عندي 30 سنه ولا 25 سنه وانا شيفور نسوق خواف على روحي نظل ندخل على الخليع يقتلوا فيا الفجاع يقتلوا فيا الدوطانات عفرين طريق ما طريق ومن بعد يجي واحد من هي صغير يتعلم يجي يخبط فيك انت تولي انت تسلك انت هو الظالم على هذا تدخل الراس عمي حنا راه مانا شاربين من الحق ومانا شاربين من القانون اللي داروه ومانا شاربين غاربين من النظام هذا اللي داروه هذا ما عجبناش سمعت حنا رانا ماناش كارهين بلادنا ولا ما بغيناش بلادنا ماناش ارهاب انا سمعت انا كيما انا نخدم شيفور رانا هازين الغاشي هازين المواطنين هازين الامه سمعت ما ساعدناش اخويا هذا لا كان تعدل القانون الله مبارك ما ساعدناش الله غالب راهم الناس الكل ماشي غير انا سمعت راهي امك واحده ما تصفر سمعت رانا مع بلادنا ماناش ضد القانون كاش القانون هذا اللي راهم دايروا ماهوش هكا باش ديري لنا قانون تاع بروسيد 1200 وانا نشريك 5 ملايين فيه 5 ملايين انا ما نجيبهاش ديري 3 بروسيات في الشهر خلاص اخويا نمدها لك انا ما نجيبهاش انا ندير الشهر واش ندي انا Adel Khalf, nous avons passé donc cette vidéo puisqu'en ce moment il n'y en a quasiment plus. Les gens ont été menacés, ils ne s'expriment plus à travers les réseaux sociaux, ou si peu. Mais je voulais vous parler de ce sujet que nous avons évoqué avec Karim Zreilch. Lui, il est au pays, il risque très gros en parlant des vrais tenants et des vrais aboutissants de ce phénomène du change parallèle et de l'économie informelle qui, selon certains, avoisinerait entre les 60 et 80% de la masse monétaire algérienne sur le marché. Et tout le monde sait que la solution serait tout simplement de changer la monnaie, mais tout le monde dit que ça n'intéresse pas les gens qui sont à la commande de ce phénomène, puisque c'est les barons du régime eux-mêmes et leur clientèle qui sont à la tête des marchés informels de devises et de l'économie informelle qui se sustente de l'économie nationale, mais qui ne paye pas d'impôts, qui ne déclare pas les employés, qui ne paye pas l'impôt indirect, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette économie informelle, même si c'est un peu en dehors du sujet, et sur les gens qui sont derrière? Pourquoi n'optent-ils pas pour cette solution qu'est le changement de monnaie, pour identifier les gens qui captent ces masses monétaires et les contraindre à déclarer donc leurs ressources et à payer leurs impôts? Ok. Donc, pour répondre à votre question, alors, il y a exactement
3 questions dans votre question. Alors, je vais essayer de répondre une par une en essayant d'être court, précis et clair. Maintenant, par rapport à la vidéo que nous venons de voir, bon, c'est encore une fois un retour de manivelle auquel donc, les preneurs de décision ou le preneur de cette décision, qui est encore une fois ridiculissime, c'est un retour de manivelle, c'est un symptôme, c'est des conséquences. Bon, maintenant, nous allons nous concentrer sur le sujet de la finance, le marché informel et la finance. Et comment donc, parce que vous avez évoqué aussi le changement de monnaie, monsieur, votre aimable invité a aussi parlé du changement de monnaie, c'est un sujet que j'ai déjà évoqué dans le passé. Alors, je vais essayer d'apporter un peu d'éclaircissement par rapport à ça. On va commencer par, si vous voulez bien, le changement de la monnaie. Alors, moi je vous dis, il y a 2 raisons pour lesquelles ce ne serait pas nécessaire de changer la monnaie. Moi, je pense que le changement de monnaie n'est pas une solution, pas du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi. Et je réponds clairement par rapport à la finance et l'économie, qui est ma formation et mon métier. Alors, d'abord, changer la monnaie, ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que un billet de banque, dans sa composition, c'est quoi? Vous avez une partie fiduciaire, c'est le papier. Vous avez l'hologramme, et donc vous avez l'imprimerie. Moi, j'ai travaillé longtemps, je travaille toujours, je siège au conseil d'administration de 3 entreprises britanniques, dont l'une d'entre elles, qui s'appelle Delarue, qui est une des plus grandes compagnies au monde, qui est dans le télécom, et dans le fiduciaire, et dans les solutions biométriques. Je ne sais pas si vous le savez, je n'ai pas connaissance si vous le savez, mais c'est moi-même qui ai aidé l'État algérien à développer le passeport biométrique algérien. C'est mon travail aussi. Alors, un billet de banque doit être imprimé. Il y a 2 types d'imprimerie dans le monde. Il y a une imprimerie qui est utilisée encore une fois toujours par l'Hôtel des Monnaies, qui est le grand rouleau avec les anciennes imprimantes. C'est-à-dire, vous avez une espèce de grosse plaque où il y a de l'encre, où on imprime et on sécurise et on met l'hologramme dans le billet de banque. Sinon, vous avez l'imprimerie laser qui est utilisée par la plupart des grands pays dans le monde aujourd'hui. Et le fiduciaire s'est développé maintenant, c'est presque du plastique. C'est-à-dire, c'est des billets de banque que vous pouvez garder en poche et même si vous lavez votre linge, le billet n'est pas endommagé. Donc, imprimer de la monnaie, même s'ils sont en train de le faire avec le dinar localement, mais ça c'est différent parce que la planche à billets, c'est continuer à imprimer les billets existants. Ça coûte déjà beaucoup d'argent, ça, en encre et en sécurisation et en hologramme. Mais changer la monnaie est très coûteux. Moi, je donne une estimation approximative. Si on devait changer la monnaie, aujourd'hui, avec la masse de cash que nous avons en Algérie, approximativement, ça coûterait peut-être facilement 800 à 900 millions de dollars, approximativement. Donc, c'est trop coûteux et ce n'est pas nécessaire. Maintenant, supposons que nous ayons changé la monnaie. On ne va rien résoudre au problème. Pourquoi? Parce que le problème que nous avons en Algérie, c'est que nous n'avons pas réussi à désancrer. Et là, nous allons profondément dans l'analyse du marché. C'est quoi l'acteur de l'économie? C'est le consommateur. Qui est le consommateur? C'est le citoyen. Le citoyen algérien, même vous et moi, en Algérie, nous sommes encore très profondément liés à l'aspect fiduciaire, physique, donc de l'argent physique. Nous ne sommes pas habitués à la dématérialisation du cash, c'est-à-dire de l'argent technique, donc de l'écriture bancaire, en l'occurrence de l'argent en banque. En Algérie, mazalna la culture, tu as l'argent في المطرح ou تحت المطرح. Donc, l'Algérien, dans sa substance mentale, se sent beaucoup plus en sécurité. Si vous posez la question à un Algérien, vous lui dites « Donne-moi les 10 000 dinars que tu as dans la poche en billets, je te donne une carte qui a un crédit de 10 000 dinars. » Il te dit « Non, je ne veux pas parce que je me sens psychologiquement beaucoup plus à l'aise en ayant contact avec le fiduciaire physique du billet. Je me sens mieux, l'Algérien se sent mieux en ayant le cash dans sa main. Même s'il sait aujourd'hui que la carte constitue aussi éventuellement un moyen de paiement. La preuve, aujourd'hui en Algérie, montrez-moi un Algérien, y compris notre aimable invité, M. Zrlej, est-ce que lui, quand il va le matin ou le magasin où il a été voir son ami, où il n'y a pas d'huile, est-ce que lui, par exemple, s'il y avait de l'huile, est-ce qu'il paye son huile en cash ou est-ce qu'il paye son huile en carte? Évidemment qu'il la paye en cash. Donc, la culture du cash est très importante, n'a pas été désancrée. On n'a pas appris à l'Algérien de brader le cash et d'adopter la dématérialisation du cash, en l'occurrence le paiement électronique. Maintenant,
Ça, c'est l'échec de la SACIM, la Société algérienne des transactions interbancaires et monétiques. C'est l'échec de la Banque d'Algérie qui n'a pas utilisé, par exemple, le parc de 60 millions de smartphones en Algérie, parce qu'on aurait dû créer des fintechs, donc des banques online agréées par la Banque centrale, comme toutes les autres banques. Et si on crée des fintechs, avec le... Regardez, quand il y a eu l'arrivée des opérateurs de téléphonie mobile, Jay-Z, Mobilis, Ooredoo, etc. Est-ce qu'il y a 20 ans, un Algérien savait ce qu'était une carte de recharge, qui maintenant est devenue le Flexi? Non. On lui a amené un téléphone mobile. Rappelez-vous qu'il y a 20 ans, le portable en Algérie est un objet de luxe. Maintenant, est un objet classique. Pourquoi? Parce que la société l'a adopté. Le taux de pénétration de croissance de la téléphonie mobile en Algérie, il est de 1200%, parmi les plus grands au monde. Ça veut dire que, sachez que dans un marché de masse, on appelle l'Algérie, c'est un mass market. Un mass market, c'est un marché de masse. C'est-à-dire c'est un marché où on peut créer de la demande. Quand on crée de la demande, on crée de la consommation. Quand on crée de la consommation, on crée de la culture, donc de l'aliénation aux produits consommés. Donc, qu'est-ce qui se passe micro et macroéconomiquement? Psychologiquement, on s'adapte aux produits qu'on consomme. Et là, si on adopte la fintech à cela, on va apprendre à l'Algérien de dire, tiens, au lieu d'aller au magasin pour acheter du Flexi avec ton cash, utilise plutôt ta carte pour débiter ton compte bancaire et charger ton téléphone. Et là, sachant que le téléphone portable est devenu un outil de tous les jours de l'Algérien, on lui fait pénétrer dans la tête souplement et délicatement l'usage de la dématérialisation du cash. C'est là le travail psychologique où les autorités algériennes ont échoué. Échoué entre guillemets. C'est pour ça que, regardez, le retard est tellement abyssal. En 2026, on n'a pas encore dématérialisé le cash, là où en Europe, on a dématérialisé la carte. Le retard culturel dans la société en Algérie est interstellaire. Donc, ça, c'est la première partie. Maintenant, pour revenir rapidement au changement de monnaie, même si vous changez la monnaie, supposons qu'à Anaya, j'ai identifié Flan. Flan, il a 100 milliards de centimes. OK, l'État a changé le billet de banque. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la banque. Il va dire, voilà, je m'appelle Flan, j'ai 100 milliards de centimes. Les voilà, on l'a identifié. OK, le bonhomme va mettre son argent en banque. On va l'identifier, on lui donne l'amnistie, et là, et par-ci, et par-là, et puis après, il a l'argent en banque. Mais à un moment, s'il a envie d'aller les retirer, on ne peut pas lui dire non, ne les retire pas, parce que c'est ses avoirs. Ils sont déposés sur les livrets ouverts sur une banque. Donc, je veux retirer mon argent. Il retire son argent, cet argent va encore une fois devenir non pas de l'écriture bancaire, mais de l'argent physique. Donc, il va repartir dans le marché, reperdre du cash, mais il aura parce été... que dans la société, on n'a pas les outils. Pardon, mais cet argent aura été... de payer électroniquement. Cet argent qu'il va retirer de son compte, il aura été identifié, capitalisé, donc qu'ils le prennent et le mettent à la maison, ça ne change rien. Nous savons combien il a d'argent, combien il doit payer d'impôts, mais sinon, pour ce qui est de l'habitude de consommation de la population, ils s'habitueront, comme se sont habitués les Français, comme se sont habitués les Américains. Tout le monde est passé par cette phase, mais je ne vais pas vous engager avec vous un débat sur cette question, même si vous nous avez beaucoup apporté, vous nous avez bien expliqué, puisque ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est très intéressant. Mais j'aimerais revenir, sauf si vous avez encore quelque chose à dire avant de donner la parole à Abdelkarim Zreij. Oui, je voulais simplement vous dire que cet argent, même s'il est identifié, il faudrait comprendre une chose. En Algérie, on n'a pas encore un système bancaire et un système fiscal qui permet le contrôle technique de la circulation des masses monétaires. Ça veut dire que même s'il retire son argent, il peut en faire donation, il peut le convertir en devise, il peut le convertir en propriété, même s'il doit payer en cash. Avec le temps, il peut faire perdre la traçabilité de cet argent à celui qui veut le traquer. C'est ce que je vous dis. Tant qu'on n'a pas dématérialisé le cash dans sa fonctionnalité de culture de paiement dans la société algérienne, on ne pourra jamais résoudre le problème de l'informel. C'est une question de culture, ce n'est pas une question de moyens. Très bien. Nous allons revenir donc à notre sujet principal, Abdelkarim Zreij. Aujourd'hui, donc, on nous sort tout un arsenal
de lois, de décrets, de dispositions légales, Si réglementaires. vous permettez, Oui, si vous permettez, Yannick, pour ne pas perdre le fil, changer de sujet. Avant de changer de sujet, je voudrais juste revenir sur ce que disait monsieur Khelaf. Toujours dans le sujet pour Monsieur Khelaf. dématérialiser et la récupération, bancariser les masses fiduciaires qui sont en dehors du système bancaire. Juste deux données claires. Yani, monsieur Khelaf a bien précisé, et je confirme son chiffre, je confirme le chiffre, que remplacer les billets d'argent en Algérie, les billets, cela va coûter entre les 800 et 900 millions de dollars. Je confirme bien ce chiffre-là, c'est à peu près les chiffres qui circulent actuellement. Mais en contrepartie, la valeur de la masse financière existante en dehors du marché bancaire est estimée à 80 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est pour changer le billet j'allais dire le billet d'avion. C'est pour changer les billets de banque. On devrait payer 800 millions de dollars pour récupérer une masse équivalente à 80 milliards de dollars. Yani, c'est un peu exagéré de dire que cela coûte cher. Ça va coûter 1%. C'est vrai, tout à de la fait. valeur réelle. Je pense on comme parle vous. d'une valeur. Je pense comme vous. Et Mais la deuxième sinon, partie, pour revenir excusez-moi, Abdelkrim Zrij. Pour revenir à l'état, à cet arsenal sur les infractions, cet arsenal légal sur les infractions routières, un arsenal légal exorbitant, très, j'allais dire, très dur pour les contrevenants. Mais ce qu'ils ne me disent pas, c'est que l'état des routes en Algérie, y compris l'autoroute qui a été l'autoroute la plus chère au monde à configuration égale. Pour des entrepreneurs qui sont enrichis en centaines de milliards en livrant à l'administration des routes sinistrées dès la première semaine, alors que c'est des routes qui sont sous garantie décennale, qui sont censées être garanties pendant 10 ans, et où l'entrepreneur est censé laisser une garantie pour faire face éventuellement, et qui ne sont jamais inquiétés. Et c'est l'état de toutes les routes d'Algérie. Ce n'est pas une exception. Alors ils ne disent rien sur ça. Ils ne disent rien sur la pagaille à l'importation. Ça veut dire que le nombre de voitures, le parc automobile est infiniment plus important que la capacité, que les potentialités de la carte routière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de voitures que ne le permettent les routes. Et infiniment d'autres contraintes dont ils ne parlent pas, et ils viennent comme ça, ils veulent soigner en surface, un petit vernis, pensant qu'ils vont régler tous les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette double vision des choses? Là, ils ne voient rien du tout, ils font le blocus, le blackout, et de l'autre côté, ils font comme s'ils arrivaient sur leur cheval blanc pour régler tous les problèmes des infractions routières. Abdelkrim Zrij. Exactement. Cela fait partie de nos plus gros soucis. Il n'y a aucun moyen, nous n'avons aucun moyen en Algérie, moyen technique, de faire des bilans sur absolument toutes les questions. Vous me dites l'état des routes en Algérie. Est-ce qu'il existe des chiffres sur l'état des routes, l'état des routes en Algérie? Est-ce qu'il existe des bilans, des études, des données qu'on peut utiliser concrètement? Vous savez pourquoi je vous dis ça, M. Béchinouf? Et comprenez-moi bien, s'il vous plaît. Pratiquement de tous les sujets, quand on arrive devant les tribunaux et quand ils sortent nos publications et nos vidéos et nos participations, ils nous demandent « Vous avez dit telle chose ?» Nous, on répond « Oui ». Ils nous demandent « Donnez-moi la preuve ». Vous avez dit que 80% de la masse financière en Algérie est en dehors du circuit bancaire. Vous l'avez dit, oui ou non? Oui, je l'ai dit, monsieur le juge. Donnez-moi la preuve. D'où sortez-vous cette information-là? Voilà ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on dit peut être utilisé contre nous. Cette phrase, donnez-nous la preuve, d'où vous avez cette information-là, est utilisée contre nous tout le temps. Tout le temps, elle est utilisée. Dès qu'on parle d'un sujet et on donne des informations relativement techniques ou des fois très, très techniques, cette façon d'agir est utilisée contre nous. Vous me parlez de l'état des routes. Je n'ai aucun moyen
de confirmer ou de confirmer ou de ne pas confirmer ce que vous êtes en train de dire. Je ne peux pas dire que l'état des routes, et toutes les routes d'Algérie sont dans un état lamentable, parce qu'il n'y a aucune étude en Algérie qui est faite dans ce sens. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que toutes les lois actuellement se sont transformées en qawanin qam'iyya, qawanin Répressif. avec des peines de prison répressives. Voilà. Toutes les lois, que ce soit les lois sur même la loi sur les partis politiques, il y a des peines de prison à l'intérieur. Les lois sur les associations, il y a des peines de prison à l'intérieur. Les lois sur le code de la route, il y a des peines de prison à l'intérieur. Les lois sur l'i'lam, sur l'information, il y a des peines de prison à l'intérieur. Toutes les lois actuellement contiennent des peines de prison à l'intérieur. Pratiquement toutes les lois, il y a des lois qui n'ont rien à voir avec la loi sur les naqabet, sur les syndicats. Il y a des peines de prison à l'intérieur. Toutes les lois c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable. Et parmi ces résultats, ce qu'on voit avec le code de la route, c'est devenu une loi répressive. Ce n'est pas une loi qui gère le code de la route. C'est une loi qui gère la criminalité sur la route, pratiquement. Il y a la loi, les lois qui gèrent la criminalité. Il y a la loi qui gère le code de la route. Le code de la route, il n'y a pas de... actuellement, toutes les lois, pratiquement, sont des lois répressives. On a transformé l'Algérie en un pays répressif. On gère, pour être simple, la solution est devenue, plutôt la prison, est devenue une solution à autre chose, à toute chose. Voilà ce que je voulais dire. La prison est devenue une solution à toute chose. On ne trouve pas de solution. Pour tous les problèmes qu'il y a dans ce pays, qu'est-ce qu'on fait? On met les gens en prison. Il a fait un accident de la route, mettez-le en prison. Il a dit quelque chose sur Facebook, mettez-le en prison. Il a parlé de problèmes d'habitat, problèmes de transport, un problème de logement, un problème d'eau, un problème de saleté, un problème de liberté, un problème d'expression. Il a parlé de politique, mettez-le en prison. La prison est devenue la solution à autre chose. Voilà ce que le régime algérien propose aux Algériens actuellement comme solution pour leur vie quotidienne, pour des trucs simples, pour leur vie de tous les jours. Et vous en parlez en connaissance de cause, puisque vous-même avez été jeté en prison. À plusieurs reprises. Alors, nous allons donc conclure. Il nous reste environ 4 minutes. Vous allez avoir 2 minutes chacun pour le mot de la fin. Adel Khalf, s'il vous plaît, comment s'en sortir? Nous sommes visiblement arrivés à la butée. On ne peut plus aller plus avant dans une telle situation. Le régime parvient à cacher des choses, mais nous savons tous que de plus en plus d'Algériens, des millions de familles en Algérie, ont été précipités dans la misère, la malvie, que ce régime est devenu mégalomane, mythomane, qui passe son temps, M. Tebboune, surtout à nous raconter des fadaises, des fables, qu'on est obligé de croire. Si jamais on le contredit, comme vient de le dire Abdelkarim Zrelich, on vous jette en prison. Alors, en l'état, ce sera votre mot de la fin, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Comment voyez-vous les choses? Comment ça va se passer? Alors, vous savez, il y a un très grand il y a un philosophe, écrivain français que j'aime bien, j'ai le nom au bout de la langue, et qui a une expression extraordinaire qui dit « Le drame de la vie, c'est quand la bêtise se met à réfléchir ». Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, ma conclusion personnelle, je pense qu'il faut laisser la nature faire le travail, faire son travail. Je pense qu'il faut être patient. Moi, j'encourage les jeunes Algériens à être patients, à patienter que cet orage passe. Il partira. Il y aura l'arrivée d'un jeune président visionnaire, entouré d'hommes, entouré de grands hommes qui aiment leur pays, qui aiment leur peuple, qui veulent en faire quelque chose. Notre pays est fait pour être une grande nation, une grande puissance. Nous sommes une grande nation, mais nous sommes une toute petite économie, un tout petit État.
en termes de force dans le monde sur le côté politique ou diplomatique et encore moins sur le côté économique. Je pense qu'il faut attendre qu'une nouvelle génération arrive. La génération actuelle est dépassée. Ils ont une vision en entonnoir. Pour la plupart, ils écrivent papa avec 3 P. Quand vous avez un bac moins 25 comme Kamel Rizig, qui est ministre du Commerce extérieur, vous ne risquez pas de voir le lever de soleil pour l'économie de votre pays. Et puis voilà, c'est tout. Il faut attendre que l'orage passe, que la nature fasse son travail, que ces gens-là partent, que les jeunes arrivent et l'Algérie verra le jour, Inch'Allah. Merci. Abdelkarim Zgheleche, en 2 minutes, s'il vous plaît. Moi, je dirais que le discours, il faut qu'on mise sur la génération à venir, la génération qui va venir. Je dirais que ce discours-là, nos grands-parents l'ont fait, ils ont misé sur nos parents. Nos grands-parents ont dit laissons la prochaine génération régler les problèmes. Et après, nos parents, ils ont misé sur nous. Laisser la prochaine génération gérer les problèmes. Et après, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit encore miser sur nos enfants et dire laissons la prochaine génération gérer le problème. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours-là. Nous, ici à l'intérieur de l'Algérie, ce discours-là, franchement, on est gavé de ce discours-là. C'est à nous de gérer les problèmes et maintenant et tout de suite. Ce n'est pas à nos enfants de gérer ça. Nos enfants vont avoir d'autres soucis à gérer. Nos enfants vont avoir à gérer la technologie, vont avoir à gérer le savoir, vont avoir à gérer les mathématiques, la physique. Le souci politique de l'Algérie, c'est à notre génération de le gérer et de le gérer hier. Pas aujourd'hui ni demain, hier, on doit le gérer, ce souci-là. La classe politique algérienne, l'opposition algérienne doit prendre ses responsabilités et gérer le problème politique algérien maintenant. Ça fait trop longtemps que ça dure et chaque génération essaie de faire passer la pilule à la génération qui va venir. Je ne veux pas que mon fils vive ce que j'ai vécu en Algérie. Peut-être d'autres personnes qui ne vivent pas en Algérie, ils voient les choses autrement. Mais moi, je vis en Algérie et mon fils, il vit en Algérie et je ne veux pas que mon fils vive ce que moi j'ai vécu. C'est à notre génération de régler le problème politique qu'il y a en Algérie. C'est à la résistance algérienne, à l'opposition algérienne de prendre ses responsabilités. La politique est un cumul et nous avons un pouvoir en face qui est homogène. Et l'opposition n'arrive pas à être aussi homogène que le pouvoir. Nous avons passé trop de temps à critiquer le régime et à ne pas faire notre autocritique. Maintenant, c'est bon, le régime, on le connaît. Merci. Il faut arrêter d'essayer d'expliquer aux Algériens c'est quoi le régime. Les Algériens le connaissent. Maintenant, il faut expliquer aux Algériens. Merci Abdelkarim Zgheleche. Pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous fais juste remarquer que Adel Khalaf a dit la même chose que vous. Peut-être que... Bon, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que je vous remercie l'un et l'autre. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.